Un récit raconte qu'en 1311, un roi mandingue nommé Aboubakari II a pris la tête d'une expédition pour savoir ce qu'il y avait au-delà de l'océan Atlantique. Mais a-t-il vraiment existé ? L'Api à la famille, on en est déjà au 6e épisode de la série sur les Africains aux Amériques. Celui-ci est dédié aux expéditions qu'aurait organisées le Mansa Aboubakari II. Bon, évidemment, je ne le savais pas au moment du tournage, mais la famille, on est 10 000. Ashanti Sana à toutes les personnes qui s'abonnent et qui me soutiennent. C'est ça qui me donne la force de continuer. Vous avez été plusieurs à me proposer de faire une FAQ, une vidéo où je réponds à vos questions, et je me suis dit que ce serait l'occasion idéale. Donc commente en dessous de cette vidéo toutes les questions que tu as sur Afrochronique. Je te réserve aussi des surprises pour fêter les 10 000 abonnés. Je t'en reparle dans la FAQ. Au TEP. Dans les épisodes précédents, j'ai voulu te donner un maximum d'informations détaillées et documentées sur la navigation africaine, particulièrement à destination des Amériques. On s'est penché sur les témoignages des populations locales et européennes, les artefacts, les similitudes culturelles. On a découvert les avancées technologiques des Africains concernant la navigation, ou encore comment les traversées de l'Afrique aux Amériques étaient en fait beaucoup plus simples qu'on ne le croit, notamment grâce aux conditions climatiques. Donc on a étudié tout ça et à partir de ces informations, on peut maintenant reconstituer ce que j'ai appelé l'épopée d'Aboubakari II. Il y en a beaucoup de chance parce que le professeur et poète Ivan Van Sertima a déjà fait ce travail de reconstitution. Cette vidéo est donc une traduction et une adaptation que j'ai faite du chapitre 3 de son ouvrage They Came Before Columbus. Par adaptation, je veux dire que j'ai enlevé certains passages, j'en ai rajouté d'autres, j'ai modifié des expressions, mais l'essentiel reste issu du travail de Van Sertima. Pour ceux qui se posent la question, Van Sertima est un linguiste, anthropologue et critique littéraire. Et pour se donner une idée de sa réputation, il a été invité par l'UNESCO à rejoindre la Commission internationale pour la réécriture de l'histoire scientifique et culturelle de l'humanité. Mais il y a quand même pas mal d'infos que je voulais préciser avant de te partager cette reconstitution et je me suis dit au final que ça valait mieux de diviser l'épisode en deux parties où la première sera donc dédiée à ces explications. L'épopée d'Aboubakari racontée par Van Sertima est ce qu'on appellerait aujourd'hui un biopic, c'est-à-dire que la base est autobiographique et ensuite il a rajouté des scènes fictives pour le transformer en véritable récit digne d'un roman ou d'un film. Mais même s'il s'agit de scènes fictives, il faut qu'elles soient les plus cohérentes et les plus vraisemblables possibles. Et pour ça, il faut aussi se baser sur des ouvrages scientifiques que Van Sertima a cités dans les notes ou à la fin du chapitre en bon historien. Pour ce qui est de mes rajouts personnels, je me suis surtout basée sur Bakari II et Christophe Colomb de Pathé Diane, et pour le cadre et les traditions de l'Empire du Mali, sur l'histoire de l'Afrique noire de Joseph Kizerbo, le volume 4 de l'Histoire générale de l'Afrique de l'UNESCO et l'Afrique noire précoloniale de Cheikh Anta Diop. Mais il y a deux ouvrages sur lesquels je voulais vraiment m'appuyer parce qu'ils sont les très rares témoignages d'époque ou sont même des témoignages visuels de l'Empire du Mali au XIVe siècle. Il y a d'abord le 3e volume des Voyages d'Ibn Battuta et le Masalik al-Absar d'Aloumari, désolé pour la prononciation. Je précise que ces ouvrages sont hyper connus et cités à de très nombreuses reprises, notamment dans les livres que je t'ai cités avant. Problème, ces ouvrages sont introuvables. Ils datent de 700 ans, ils sont largement tombés dans le domaine public, ils devraient donc être accessibles très facilement, au moins sur internet. La seule version que j'ai trouvée de ces deux livres est en arabe. Pour des livres aussi importants et connus, je comprends pas. Mais pendant mes recherches, le pass vaccinal a été suspendu, le timing idéal pour retourner dans les bibliothèques. J'ai fait une recherche sur le site des bibliothèques de ma ville et, miracle, une de ces bibliothèques avait un exemplaire du volume 3 des Voyages d'Ibn Battuta. Pour te dire à quel point l'ouvrage est précieux même pour la bibliothèque, il n'est pas disponible dans les rayons, il faut remplir un papier pour y avoir accès et on ne peut pas l'emprunter. Genre, j'étais émue quand je l'ai eu dans les mains. Donc déjà,
Kra aux ancêtres. Kra, ça veut dire merci en sara. Mais, oui, il y a un mais. Ce n'est pas dans ce livre que sont rapportées les expéditions aux Amériques. Ça, c'est dans celui d'Aloumari. Et sur le coup, à l'heure où je tourne cette vidéo, je n'ai pas trouvé cet ouvrage, ni en français, ni en anglais, ni en espagnol. Mais, oui, il y a un autre mais. Vu que je suis du genre borné, je suis allée chercher du côté du Collège de France qui a une chaire sur l'histoire de l'Afrique et il s'avère que le programme de cette année est justement dédié à l'Empire du Mali. Et dans un de ses cours, le professeur cite justement un extrait du livre d'Aloumari qui mentionne ces expéditions. Bon, je vais devoir rajouter un autre mais, je crois que c'est le dernier. Comme je l'ai dit, ce n'est qu'un extrait, et même s'il y a des informations très importantes, je pensais qu'il y en aurait d'autres qui n'y sont pas. Du coup, je ne sais pas si elles n'y sont pas du tout, ou si elles sont bien mentionnées, mais dans d'autres passages du livre que j'ai pas. Deuxième chose, le nom du roi navigateur n'est pas mentionné dans l'extrait d'Aloumari. Et même, selon le professeur de ce cours, il n'y a pas eu de Mansa Mandingue appelé Aboubakari II. Il s'agirait d'une mauvaise traduction française de la généalogie transcrite par Ibn Khaldoun, je cite. On lit souvent que le malheureux sultan qui régnait avant Moussa s'appelait Aboubakar ou Aboubakari. Cette idée erronée provient d'une traduction fautive d'un passage du grand historien Ibn Khaldoun qui nous fournit le nom du prédécesseur de Moussa, précision qui ne figure pas dans le texte d'Aloumari. Il faut lire en effet qu'Aboubakar était le père de Moussa, mais cela ne signifie pas qu'Aboubakar l'avait précédé sur le trône. C'est la traduction d'Ibn Khaldoun par le baron de Slan qui a induit nombre de commentateurs en erreur. De Slan écrit « Mansa Moussa, fils et successeur d'Aboubakar », alors qu'il faut seulement lire « Mansa Moussa, fils d'Aboubakar ». Voir la mise au point de Moni, l'expédition maritime d'un sultan du Mali vers 1310. Même erreur de traduction dans Ibn Khaldoun, le livre des exemples, Histoire des Arabes et des Berbères du Maghreb. Il convient de suivre ici Kwok, recueil des sources arabes. J'ai voulu comparer les différentes versions mentionnées, mais la seule que j'ai trouvée en bibliothèque comme sur internet est celle de ce fameux baron qui se serait donc trompé, comme d'autres après lui. Mais même en faisant la correction proposée par l'historien, personnellement, je comprends toujours qu'il y a bien eu un deuxième Mansa qui s'appelait Aboubakari. Je te propose de décortiquer la généalogie indiquée dans l'ouvrage. Ibn Khaldoun mentionne Maridjata, plus connu aujourd'hui sous le nom de Soundiata Keita, le fondateur de l'Empire mandingue. Quand je dis fondateur, c'est pas que c'est le tout premier roi, Ibn Khaldoun cite d'ailleurs ses prédécesseurs, mais c'est sous son règne que le royaume s'impose face à d'autres nations et commence à devenir la grande puissance comme on la connaît aujourd'hui. Après Soundiata, l'auteur cite son fils Wali ou Ouli selon les transcriptions, puis Wati, Khalifa et Aboubakar, dont il précise qu'il est le fils de la fille de Soundiata, c'est-à-dire son petit-fils. On a donc un premier Mansa nommé Aboubakar, ou Aboubakari ou Bakari dans la prononciation mandingue. Ibn Khaldoun cite ensuite Sakura, un général affranchi qui a pris le pouvoir. Il sera succédé par Gao, Mohamed ibn Gao, puis, je cite, un fils de la sœur de Soundiata nommé Aboubakar. Mansa Moussa, fils et successeur d'Aboubakar, se distinguait par sa puissance et par la sainteté de sa vie. Donc, selon le professeur du Collège de France, la traduction devrait être juste Mansa Moussa, fils d'Aboubakar. Mais c'est le seul passage qu'il corrige, alors que juste avant, il est bien précisé qu'un neveu de Soundiata a pris le pouvoir et son nom était Aboubakar. Je reprécise que le premier Aboubakar mentionné est décrit comme le petit-fils de Soundiata. Ce n'est donc pas la même personne. Donc même en faisant la correction, Ibn Khaldoun parle bien d'un deuxième Aboubakar, en tout cas dans la version du baron. Autre chose, il n'y a pas d'autres rois qui sont mentionnés entre Aboubakar et Moussa. Donc si on suit le texte corrigé, on en déduit quand même que Moussa a bien succédé à Aboubakar. Donc peut-être que c'est toute la traduction qui est fausse, mais dans ce cas, je comprends pas pourquoi c'est qu'une seule phrase qui a été corrigée. Je rappelle au cas où que je n'ai aucun diplôme dans ces domaines de recherche. Donc, à mon humble niveau et avec la documentation que j'ai à l'heure où je tourne,
Je ne sais pas quoi penser. Je peux pas affirmer qu'un Mansa du nom d'Aboubakari II n'a en fait jamais existé, mais je peux pas non plus ignorer ces remises en question qui proviennent de spécialistes. Je dois dire aussi que je trouve étonnant que plusieurs traducteurs aient fait la même erreur au même endroit. On va regarder maintenant les sources des spécialistes qui affirment que c'est bien un Mansa du nom d'Aboubakari II qui a navigué sur l'Atlantique. Van Septima cite les fameux Al-Umari et Ibn Khaldoun, et notamment l'ouvrage Une histoire de l'islam en Afrique de l'Ouest de l'historien Tremingham, qui lui-même s'appuie sur la généalogie d'Ibn Khaldoun. Donc il parle bien d'un Aboubakar II qui est parti sur l'Atlantique avec 2000 bateaux. Pour Pathé Diagne, dans son livre Bakari II, j'avoue que c'est moins précis concernant la documentation. En tout cas, il mentionne Al-Umari et Ibn Khaldoun. Mais ce qui est intéressant dans le travail de Pathé Diagne, c'est qu'il mentionne des traductions orales qui racontent l'expédition transatlantique du Mansa. Diagne affirme que l'une d'entre elles a été retranscrite à l'écrit par Moumouni Kouyaté, mais j'ai rien trouvé sur internet. Et c'est vraiment dommage parce que Pathé Diagne ne cite pas la littérature orale dans son livre. Bon, en fait, il cite directement aucun texte, mais surtout pour des sources orales, je trouve que ça réduit leur portée et leur valeur. L'histoire orale est très précieuse et aujourd'hui très fragile, et à mon avis, ce livre aurait été l'occasion parfaite de la diffuser à grande échelle et surtout de la préserver. Mais ça n'a pas été fait, il y a peut-être une raison, mais en tout cas, je trouve que c'est dommage. Mais en cherchant sur internet, j'ai trouvé une thèse de Mamadou Diabang qui a notamment traduit en français les chants des Djeli concernant Aboubakari II. Bien sûr, la thèse n'est pas accessible, mais le résumé parle bien d'une chronique historique et de chants d'exaltation en l'honneur de Bakari II. Il y a aussi un abonné d'origine soninké qui a expliqué en commentaire que son père racontait l'histoire de 40 navires qui sont partis mais jamais revenus, puis 40 autres qui sont revenus avec le message qu'ils ont trouvé des terres à l'ouest. Ashanti Sana à lui d'avoir partagé cette source. En tout cas, on peut quand même affirmer que les traditions mandingues parlent bien d'un roi navigateur du nom d'Aboubakari ou Bakari II. Parce que je rappelle que la littérature orale n'a pas moins de valeur que la littérature écrite. J'en ai déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne. Et là, on peut pas dire que les traditionalistes se sont appuyés sur la généalogie d'Ibn Khaldoun. Donc, on a quand même un certain nombre de sources qui en plus sont locales, attestant que c'est bien un certain Aboubakari II qui a dirigé une flotte sur l'Atlantique. Mais il y a un mystère que je n'ai pas encore résolu. Quel était le véritable lien entre Aboubakari II et Moussa, le fameux empereur qui a dilapidé son or en dehors de l'Empire? Van Septima les présente dans son livre comme des frères. Mais Ibn Khaldoun affirme que Aboubakari est le père de Moussa. Donc je sais pas à partir de quelle source Van Septima a considéré qu'ils étaient frères, mais Pathé Diagne affirme la même chose dans son livre. Ma théorie, c'est que Van Septima s'est référé à la généalogie des rois mandingues parce que la personne qui succédait au Mansa pouvait être son frère. On a vu par exemple qu'après Soundiata Keïta, ce sont 3 frères qui sont devenus Mansa. C'est une des applications du droit matrilinéaire qui veut que le statut social et politique s'hérite de sa mère, de son épouse ou de sa sœur. Dans la majorité des civilisations noires, c'était la sœur du roi qui avait le titre de reine-mère. Et c'est comme ça que le Mansa qui a succédé à ses 3 frères était leur neveu, c'est-à-dire le fils de leur sœur. Ibn Khaldoun précise que c'est une tradition barbare à comprendre comme non musulmane. Cette tradition, c'est le matriarcat. Donc peut-être que Van Septima a voulu suivre la règle matriarcale où traditionnellement on n'hérite pas de son père mais de sa mère ou de son oncle maternel. Aboubakari II et Moussa seraient donc montés sur le trône parce que leur sœur était reine-mère. Encore une fois, c'est une hypothèse personnelle, j'ai pas trouvé d'autres explications pour comprendre pourquoi Van Septima les a présentés comme des frères. Pour Pathé Diagne, je suppose qu'il a pu aussi s'appuyer sur les traditions orales. Cet auteur affirme aussi que contrairement à ce qui est très largement admis, ce n'est pas Moussa qui est dépeint sur le fameux atlas catalan de 1375, mais bien Aboubakari. Il note en effet un détail surprenant, l'illustration d'un bateau à voile sur l'Atlantique. Et le roi est justement tourné vers cet océan. Une deuxième carte datée de 1413 est très similaire. On retrouve sur l'Atlantique un bateau encore plus grand, un Mansa déjà blanchi, pourquoi changer les bonnes vieilles habitudes, et toujours tourné vers l'océan. Voici les 2 cartes côte à côte.
D'après Pathé Diagne, Aboubakari a organisé ses expéditions en sachant qu'il y avait des territoires de l'autre côté. Son hypothèse est que le Mansa voulait découvrir les civilisations outre-Atlantique, mettre en place un nouveau commerce ou encore trouver d'autres gisements d'or. L'expédition d'Aboubakari avait donc des enjeux énormes sur le plan scientifique, politique et économique. Le problème, c'est qu'il a fait appel à des savants et des experts de son empire, mais aussi de tout le monde musulman. Son projet a donc été propagé bien au-delà de l'Afrique de l'Ouest. Et toujours selon Pathé Diagne, c'est pour cette raison que Moussa est resté très évasif concernant l'expédition d'Aboubakari. Je cite. Plus d'un historien, peu familier de l'Afrique des profondeurs ou du secret commercial, s'est trompé sur le sens des informations que le grand Mansa donne au Caire en 1324 et que rapporte Al-Omari en 1326. On croit ainsi que l'expédition exploratoire de Bakari II fut un échec. Face à la curiosité mamelouk intéressée, Kankou Moussa a simplement inventé la fable effrayante de l'expédition exploratoire perdue dans les gouffres de l'océan, auquel n'aurait échappé qu'un navire rescapé pour faire rapport à Bakari II. L'Europe et l'Orient avaient alors la hantise de ces terres de fin du monde, situées déjà au niveau des Açores. La version servie par Kankou Moussa à ses hôtes et congénères musulmans est d'autant plus surprenante et paradoxale que Bakari II, après le prétendu échec de ses éclaireurs, va, comme on l'a déjà dit, poursuivre son projet en mobilisant 10 fois plus de monde et en laissant définitivement le pouvoir à son frère. L'hypothèse du no comment est ici d'autant plus logique de la part de Kankou Moussa que les empereurs du Mali n'avaient eu aucune intention, même pour des raisons religieuses, de s'aligner sur un califat oriental. Il est possible que le pouvoir des Mansa ait cru bon de tenir secret le retour de Bakari II, qui, somme toute, n'exerçait plus le pouvoir. On va découvrir la version de Pathé Diagne dans la deuxième partie. Pour ce qui est du fond, je pense que je t'ai dit l'essentiel. Pour la forme, j'avais vraiment envie de te partager l'histoire d'Aboubakari II de manière romancée, comme l'a écrit Van Seltima. Donc le format est très différent de ce que je propose d'habitude. J'ai traduit le texte, j'ai fait des modifs, j'ai posé ma voix et j'ai rajouté des images et des vidéos au montage. Mais je tenais à préciser qu'on a un énorme manque d'illustrations concernant l'histoire de l'Afrique et de sa diaspora. Et j'estime qu'on a autant besoin de livres sur l'histoire que de dessins fidèles de personnages et de lieux. Donc là, je lance vraiment un appel à nos frères et à nos sœurs qui savent dessiner, que ce soit au crayon, à l'ordi, à l'aquarelle, au feutre, vraiment peu importe. On a besoin de représentations fidèles de notre histoire et de notre culture. Le problème, c'est pas le manque de talent, ça va plutôt être le manque d'estime de son travail, de détermination ou de visibilité. Mais aujourd'hui, on ne peut pas laisser des talents dormir. Je suis bien placée pour savoir que ça demande beaucoup de temps et d'énergie, mais on a vraiment besoin de toutes les compétences. Et c'est pas nécessaire d'être pro pour faire un travail de qualité. Donc, si tu dessines, quelle que soit la technique, ou même si tu connais quelqu'un qui dessine, partage en commentaire tes réseaux sociaux pour qu'on puisse voir ton travail et le soutenir. Et dernière requête, s'il vous plaît, dessinez notre histoire.
dessiner nos héros et héroïnes, dessiner nos palais, dessiner nos maisons, dessiner nos tenues, dessiner nos paysages. On a vraiment besoin de ça et je serai la première à partager massivement et à vous contacter pour des projets. Force à vous. J'ai fait une grosse parenthèse, mais c'était vraiment important. Tout ça pour dire que par manque d'illustration, j'ai dû choisir certaines images qui peuvent être anachroniques, donc elles n'existaient pas au moment d'Aboubakari II, ou même qui n'ont jamais existé dans la région. Mais j'ai essayé de choisir des images qui se rapprochent le plus de ce que je décris. Les Afro-chroniqueurs, on se retrouve dans la deuxième partie de cette vidéo pour découvrir l'épopée du Mansa Aboubakari II. Si tu veux nous rejoindre, clique sur le bouton juste ici. À tout de suite.